Eh bien, bon vendredi à tous, madame, messieurs. C'est la revue des grandes unes avec la presse disponible en kiosque ce matin. Vous aurez l'occasion de lire les tabloïds et être au parfum de l'actualité. Donc, avec le journal Émergence qui ouvre ce matin avec le titre parlant du terrorisme. Que cache la multiplication des engins explosifs à Yaoundé? C'est la question que se pose le journal. La capitale politique semble avoir perdu son statut de sanctuaire. Titre dans le journal ce matin avec 10 experts qui s'affrontent déjà autour de cette question. C'est tout un dossier que je vous invite à lire dans ce journal Émergence. De la page 5 à la page 10, le journal a d'autres informations ce matin. Et puis Cameroun Tribune parle de production locale de masques, le soutien du gouvernement. Au cours de la réunion hebdomadaire d'évaluation hier, il a été relevé que 2,6 millions de masques avaient déjà été fabriqués localement. Des initiatives saluées par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Goutté, qui a d'ailleurs prescrit l'encadrement même et l'accompagnement de ces structures. Des structures en question. C'est le temps dossier à lire de la page 3 à la page 4 de Cameroun Tribune ce matin. Cameroun Tribune qui a également d'autres informations aussi. Mutation qui en kiosque parle d'autre chose, parlant d'électricité. La course de fond. La course de fond, c'est le titre proposé par le tabloïd, avec notamment quelques explications. Le journal explique simplement qu'un décret du chef de l'État signé le 19 août dernier crée donc un compte d'affectation spéciale destiné au secteur ou au développement de ce secteur. Et puis on parle d'enjeu de cette nouveauté dans un contexte marqué par une certaine instabilité du service. C'est un dossier à lire de la page 8 à la page 9 du journal. Le journal parle de l'exécution du BIP, du budget d'investissement public, à l'épreuve du coronavirus au Cameroun. C'est dans le journal ce matin également. Vous aurez aussi l'occasion de lire. Le journal Le Messager parle donc du conseil des disciplines du RDPC, l'Ouest sur des charbons ardents. C'est le titre proposé par le journal. Des militants des circonscriptions de Bafoussam 1er, Koutaba et Banka espèrent des sanctions vis-à-vis de certains de leurs camarades et cadres du parti de Paul Biya. C'est en page 3 du journal. Le journal parle également du putsch au Mali avec la classe politique et la société civile qui font donc le procès. C'est ce que le journal propose. Le coup de force donc de Bamako suscite justement des vagues, des réactions à travers le Cameroun. C'est à lire dans le journal Le Messager ce matin. Et puis le journal L'économie qui en kiosque s'intéresse à l'énergie avec le secteur de l'électricité qui tient son fonds de développement désormais. C'est à la suite du décret portant création, donc organisation et même fonctionnement IAI relatif et signé le 19 août dernier par le président de la République. Autant d'informations à lire dans la presse que nous avons reçue à notre rédaction ce matin. Camille, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Valondongo, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Georges Sémé n'est pas encore là. C'est certainement à cause de la pluie torrentielle qui est en train de s'abattre sur la ville de Douala actuellement. Il pleut des cordes ce matin. Il y a plein de quartiers qui sont inondés. Je viens de passer par la vallée Bessengue. Je vous dis qu'il y a des maisons qui sont complètement inondées jusqu'au niveau du Lento. Donc c'est dire que la pluie ce matin est très très forte. Et cela conforte d'ailleurs les annonces pas très rassurantes des météorologistes qui prévoient de fortes pluie sur le Cameroun pour les 2 ou 3 prochains mois. Donc ce matin, alors c'est certainement le début, mais c'est chaud. Il y a du côté entre le rond-point d'Aïdo et le rond-point du marché Sandaga, je vous assure, les voitures sont complètement noyées. Les motos n'arrivent même pas à passer. Alors vous savez bien que c'est en saison pluvieuse que l'on découvre le vrai visage de la ville de Douala. Ah oui, absolument. Absolument. Où il y a des inondations. On a vu que pratiquement sur 5 quartiers, 3 sont inondés. 3 sont inondés, mais vous savez très bien que l'une des raisons, c'est effectivement cette question de circulation des eaux. Les drains. Il y a des drains qui ont été bouchés, tout simplement parce que des gens ont construit dessus. Il y a des drains qui ont été créés, mais dans lesquels les populations déversent leurs immondices, ce qui fait que en cas de forte pluie, il y a forcément inondation. Bon, il y a aussi des drains qui sont prévus pour la construction. On espère que le maire Mbassadine qui vient d'arriver et qui connaît tout de même la situation assez critique va prendre des mesures spéciales. Parce que là maintenant, il faut prendre des mesures spéciales pour ne pas être surpris. Ici à Douala, chaque saison de pluie, comme les gens semblent l'être au niveau de l'extrême nord, où on sait très bien que pendant la saison des pluies, les pluies il y a des inondations, mais on a l'impression qu'après les inondations, on ne pense pas à
préparer la prochaine saison des pluies. Alors, il ne se passe pas que c'est... Enfin, il n'y a pas que Douala qui connaît ces inondations. La ville d'Eder également. Près de 200 maisons étaient donc dans l'eau hier pour ce qui est de cette journée. Aussi à cause de ces inondations également. Donc, à Yaoundé, partout dans le Cameroun, vous l'avez dit, les météorologues prévoient ou parlent déjà des inondations ou alors de la météo qui ne sera pas favorable pour le Cameroun dans les jours à venir. Donc, il faut prendre des dispositions dès maintenant. Alors, émergence de ce matin qui parle donc de terrorisme avec une question: que cache la multiplication des engins explosifs à Yaoundé? Aujourd'hui, le journal fait savoir que la capitale politique semble avoir perdu son statut de sanctuaire. J'aime bien cette question et j'aimerais bien assister à ce débat entre les experts d'émergence chaque vendredi, parce que c'est un sujet passionnant, mais c'est un sujet sensible. Passionnant et sensible. Sensible parce qu'effectivement, on a déjà enregistré 3 ou 4 explosions du côté de Yaoundé, mais maintenant du côté de la réalité, quelle est la valeur de ces explosions? Je ne parle même pas encore d'attentats, parce que quand on parle d'attentats, c'est encore plus grave, parce que jusqu'à présent, on ne parle pas d'attentats, mais on parle d'explosions d'engins improvisés. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça signifie? Quelles sont les personnes qui sont auteurs de ces explosions? C'est une question fondamentale. Il est vrai que la police est à pied d'œuvre. On a même vu circuler dans les réseaux sociaux quelques captures des images de présumés auteurs de ces explosifs, comment ils se préparent, comment ils les attendent, ils marchent avec un sac, et puis bon... une moto vient chercher l'autre, il monte, et ensuite il appuie sur quelque chose, et il y a l'explosion. Mais non, on nous a parlé il y a quelque temps d'une vaste opération de fouilles des sacs et des voitures. Où est-ce qu'on en est? On réalise aujourd'hui qu'après l'annonce, il n'y a plus rien. On a annoncé que tout le monde sera fouillé, matin, midi et soir, les femmes seront palpées, les hommes palpés, tous les sacs fouillés. Mais je sors de Yaoundé et je n'ai rien vu de tel. Donc ça veut dire que le dispositif, c'est essoufflé même dès les premiers jours. Première question. Deuxième question, à qui profitent ces explosifs? On ne peut pas... Moi, je n'arrive pas à croire que ce sont les bandes armées ou leurs bras armés qui sont en train de commencer à vouloir faire peur à Yaoundé. Moi, j'ai l'impression que ça cache plutôt autre chose. Ça cache plutôt des petites stratégies improvisées qui n'ont pas de véritable valeur, sauf peut-être entretenir la psychose et peut-être à pousser... Mais Camille, le comble dans tout ça, c'est qu'il y a quand même, après ces explosions, il y a des blessés, des gens qui se retrouvent à l'hôpital. Si ça se multiplie ainsi, on aura plusieurs autres personnes couchées à l'hôpital. Flavien va de deux choses. Où les gens qui commettent ce genre d'infraction sont de véritables amateurs. C'est-à-dire qu'ils mettent leur petite cocotte minute, ils s'en vont, il y a 2, 3, 4 blessés. Parce que de véritables attentats, non, c'est des dizaines et des centaines. Vous comprenez? De véritables attentats, c'est vraiment de véritables déflagrations avec même du matériel improvisé. Parce que pour faire une bombe, c'est pas difficile. Je ne vais pas donner la recette ici, mais la recette n'est pas difficile de fabriquer une bombe artisanale. Mais ce que l'on réalise, c'est qu'il n'y a que des blessés, il n'y a pas encore de morts. Et moi, je persiste à dire que ce ne sont encore que des amateurs. Ce ne sont pas des professionnels de l'action directe. Comme on dit en Europe, ce ne sont pas des... Alors, comment parviennent-ils à le faire sans qu'il ne soit dénoncé? Non, dénoncer... Mais la population devrait également contribuer à dénoncer. Non, c'est difficile. C'est difficile. Je suis en train de dire que c'est... La question est importante. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache? Parce que si c'était de véritables attentats, je vous dis un attentat comme celui-là, on fait un attentat par exemple au marché central, et là vous allez voir vraiment, on fait un attentat dans une salle de spectacle, on fait un attentat dans un lieu très fréquenté par les voyageurs. Bon, on a entendu parler d'un engin explosif qui a éclaté dans la soute d'un autobus. Mais jusque-là, c'est toujours pas grand-chose. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui sont en train de jouer à ça ne sont encore que des amateurs qui sont peut-être en train de s'exercer. Bon, le danger est déjà là. Mais moi, je pense que des mesures beaucoup plus pointues, des mesures beaucoup plus adaptées devraient être prises dès maintenant pour qu'on ne plonge pas les gens dans la psychose. Parce que qu'est-ce qu'on veut faire? On veut pousser les Yaoundéens à vivre sous la peur des explosifs.
c'est ça aussi une question importante. Oui. Donc, alors, l'émergence pose une question. Est-ce que cette question a sa place, justement? Elle cache la multitude. C'est pour ça que je dis que cette question a sa place. Parce qu'elle ne cache pas seulement la volonté de faire du mal. Elle ne cache pas seulement la volonté de créer une sorte de panique. Elle cache peut-être d'autres volontés, mais en réalité, ce que moi je pense, spécialiste que je suis, parce que moi je suis un spécialiste de ce genre d'affaires, le spécial que je suis estime que ce ne sont encore que des petits jeux. Les gens qui sont là ne sont encore que des amateurs. Ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable. Mais ces jeux, comme vous le dites. La raison, c'est pour cela que les mesures qui avaient été prises, que j'avais trouvées, et que beaucoup de gens avaient trouvées absolument contraignantes et même restrictives sur le plan des libertés, ces mesures doivent être vraiment renforcées, mais pas autant que elles ont été annoncées. Mais toujours dit qu'il faut aujourd'hui commencer à ouvrir davantage l'œil. L'œil, ça veut dire qu'il faudra mobiliser beaucoup d'hommes, il faudra mobiliser beaucoup de moyens. Et alors, on a installé des caméras de surveillance dans pratiquement toutes les grandes villes et tous les carrefours de ces grandes villes. Quel est le travail de ces caméras? Mais le travail de ces caméras, c'est de pouvoir revoir les scènes qui se sont déroulées quelque temps avant l'explosion. C'est-à-dire qu'on peut revoir un rewind ce qui s'est passé. C'est comme effectivement ce garçon que l'on voit dont on voit ça porte des fruits? Ben, ça devrait porter des fruits. Ça devrait porter des fruits, mais seulement, vous savez, c'est beaucoup plus dans le centre-ville, parce que dès que dès qu'une action comme celle-là se produit dans un quartier où il n'y a pas de caméra de surveillance, il n'y a rien à faire. On ne voit rien, on ne verra rien, il n'y aura pas d'image. Mais toujours est-il que la mise sur pied des caméras de surveillance, c'est déjà quelque chose de très important pour le centre administratif et le centre de la ville. D'accord. Je vous invite à lire le journal Émergence ce matin qui pose une question. Que cache la multiplication des engins explosifs à Yaoundé? Est-ce que Yaoundé a perdu justement, a perdu son statut de sanctuaire? C'est ce que le journal propose également, parce qu'on sait quand même que c'est le siège des institutions où tout devrait être sécurisé davantage. Le siège le siège de toutes les forces de défense, le siège de toutes les forces de sécurité, le siège de toutes les grandes décisions. Effectivement, bon, on ne nous a pas dit que l'autre jour, on a tous été témoins de cette peur qui s'est emparée du ministère de la fonction publique, où on a cru voir un engin explosif. Et c'est pour ça que je suis en train de dire que c'est l'effet induit de ce qui se passe, c'est peut-être une sorte de peur panique, une sorte de psychose qui va faire que tout le monde va soupçonner tout le monde. Les gens ne vont plus dormir de leurs deux oreilles, les gens ne vont plus marcher la conscience tranquille, parce qu'on se dit qu'on peut-être une bombe se cache là-dedans. Et ce sentiment n'est pas un bon sentiment, ni pour la quiétude des citoyens, et encore moins pour la sérénité de la vie en société. Alors, les 10 experts s'affrontent déjà autour de cette question, dont vous aurez également l'occasion de vous intéresser à ce petit débat proposé par le journal Émergence. Et toujours dans la presse ce matin, il y a mutation qui parle d'électricité avec la course de fonds. C'est ce que le journal propose, à la suite notamment de ces décrets du chef de l'État qui réorganise et même amène donc d'autres mesures, d'autres nouveautés également dans le fonctionnement, alors que tout cela arrive au moment où il y a pratiquement une faible contribution en énergie électrique au Cameroun. Vous savez, les gens n'imaginent pas à quel point le chef de l'État doit être mal à l'aise pour ce qui est de la distribution de l'énergie. Il y a des personnes proches du chef de l'État qui disent parfois la colère du chef de l'État face au manque de compétitivité et au manque de productivité justement du secteur de l'énergie. Moi, ce n'est pas un seul décret. J'ai l'impression que je crois qu'il y a 2 ou 3 décrets qui ont été signés par le chef de l'État dans ce sens. Et certainement, ce décret va permettre maintenant à ce secteur de beaucoup plus se développer, d'être beaucoup plus, c'est-à-dire de mettre à la disposition des populations une plus grande offre. Bon, certainement, mais aussi à notre côté, moi je pense que ceux qui sont chargés justement de booster le secteur de l'électricité devraient penser aussi au transport de cette électricité. Et moi, j'ai souvent... Le ministère de tutelle a annoncé à grand renfort de publicité qu'il y aurait dans les 2 prochains jours, alors depuis quelque temps, on parle même de la production en grande quantité de l'énergie électrique au Cameroun. Oui, mais qu'est-ce qu'il en est jusqu'ici? Ils parlent de ça, mais ils ont aussi parlé d'une plus grande production de poteaux en bois. Il faudrait qu'on en finisse avec cette histoire de poteaux en bois. Il faudrait que le Cameroun ne mérite pas d'avoir des poteaux en bois.
Et on sait d'où ça vient. On sait à qui profitent ces poteaux en bois. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, regardez par exemple, avec la Coupe d'Afrique qui s'annonce. Imaginez le nombre de personnes qui vont venir et assister d'ailleurs et qui vont trouver des poteaux en bois partout transportant l'électricité. C'est une hérésie. Moi, je pense que la possibilité, la meilleure façon de rendre une ville esthétique, de rendre le transport de l'électricité beaucoup plus fiable, ben, c'est soit les poteaux en béton, soit les poteaux métalliques, qui existent d'ailleurs. Et moi, je pense que les poteaux métalliques reviendront moins chers, parce qu'un poteau en bois, l'espérance de vie d'un poteau en bois, c'est 6 mois, 7 mois, surtout dans des villes mouillées comme Douala. Après, ça pourrit, il faut changer. Alors imaginez, si en 3 ans, on met 5 poteaux en bois, imaginez ce que ça coûte par rapport à un seul poteau métallique ou un poteau en béton. Donc ce problème est un problème très très important. Et j'ai l'impression que les personnes chargées même du transport de l'électricité, pourquoi ne réalisent-elles pas que les poteaux en bois sont quelque chose de désuet et qui n'est valable dans les grands pays que dans les campagnes? Pourquoi s'obstiner à maintenir les poteaux en bois dans les villes? Alors, donc, mutation et j'allais dire, le quotidien parle donc du même sujet ce matin. Le quotidien, l'économie parle justement de ce secteur de l'électricité qui tient dans son fonds de développement désormais. C'est à lire également dans le journal ce matin. Alors, autre sujet qui fait le tour pratiquement de quelques tabloïds, il y a le Messager qui parle du conseil de discipline au RDPC, l'Ouest sur les charbons ardents. C'est le titre proposé par le journal ce matin. C'est tout le monde qui en parle et c'est tout le monde qui attend. Tout le monde qui en parle parce que vous savez très bien que à la fin, à la suite de dernières élections municipales et législatives, on a enregistré non seulement des éclats de voix assez stridents dans les sections, dans les sous-sections, dans les départements et même dans les régions. Et on a commencé à parler de fronde, on a parlé d'indiscipline et tout cela. On a vu des délégués régionaux, des responsables régionaux imposer certains candidats à des militants qui estimaient que ce candidat, soit il n'a pas le profil, soit il n'en veut plus, soit... Bref, il y a eu une fracture terrible, surtout au niveau du RDPC. Évidemment, cette commission de discipline est réservée aux militants du RDPC qui devront répondre de leurs incartades. On a parlé de discipline et de respect de la discipline. Mais la discipline, c'est quoi? La discipline, c'est quand les militants estiment que tel président, par exemple, de section, de sous-section, ou tel candidat, a été complètement improductif ou bien ne reflète plus l'attente ou bien n'est pas assez compétitif et que les militants manifestent leur volonté de ne plus le voir et que les responsables départementaux ou régionaux l'imposent aux autres. Évidemment, on a vu non seulement... on a plutôt l'impression que la discipline est respectée quand l'ordre vient plutôt d'en haut. Oui, quand l'ordre vient d'en haut, quand l'ordre vient du comité central ou bien du secrétaire. Quand c'est le peuple, quand ce sont les militants qui manifestent, on ne respecte pas. Ben, c'est pour cela que moi je dis que cette commission de discipline qui va se tenir, vous allez entendre, il va y avoir des éclats de voix et moi je pense qu'à l'issue de celle-là, bon, il y aura certainement des sanctions. Il y aura des militants du RDPC qui seront sanctionnés pour indiscipline, mais il faudra bien qu'on établisse cette indiscipline et il faudra aussi faire le bilan. Le bilan de cette indiscipline, il faudra savoir pourquoi est-ce que l'action ou bien la réaction de ce militant sanctionné a pu être considérée comme une indiscipline. Donc, c'est chaud devant. Les gens attendent de voir ce qui va sortir de cette commission. Mais, vous savez, avec un homme froid et chevronné comme le Premier ministre Peter Bafani Moussongé qui va diriger cette commission. On s'attend certainement à beaucoup de surprises. Ouais. Parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui ont été présentées devant cette commission comme indisciplinées et on verra peut-être qu'à ce moment-là, ces personnes ne seront pas disciplinées. Tandis que l'autre, vous avez vu, on parle de l'Ouest où on attend des sanctions. Des sanctions. Bon, voilà. Comment est-ce que peut-on attendre des sanctions avant même que la commission ne se tienne? Donc, parce qu'on connaît peut-être la gravité des faits. C'est pour ça que je dis c'est chaud devant. Voilà. Donc c'est le Messager qui propose le sujet ce matin, en page 3 précisément. Le même journal est donc en kiosque. Il propose aussi, parle du putsch au Mali avec la classe politique, la société civile qui font le procès en tout cas de ce qui se déroule là-bas. Et il y a des réactions sur le plan national. Il y a forcément des réactions. Il y a toujours des réactions après un coup d'État. Vous savez, le coup d'État, c'est devenu pratiquement une sorte
d'anomalie, c'est-à-dire que ça n'a plus de sens aujourd'hui en Afrique. Mais quand vous voyez, par exemple, les populations descendre dans la rue et demander à un chef d'État de partir ou de dégager, est-ce que ce n'est pas aussi une forme de coup d'État? On ne veut plus de coup d'État du militaire, certes, mais le coup d'État du Mali, il faudrait d'abord commencer par comprendre les raisons, les fondements, les causes lointaines, les causes directes et maintenant l'aboutissement. Bon, c'est chacun qui a le droit d'avoir son point de vue sur ce qui vient de se passer au Mali, mais il ne faudrait pas faire de comparaison déplacée non plus. Mais parce que ce qui se passe... Donc on indique que le Mali parle au Cameroun? Le Mali parle au Cameroun, mais le Mali parle aussi à la Côte d'Ivoire, où la population descend dans la rue depuis un certain temps. Le Mali parle aussi à d'autres pays où la population semble ne pas être en phase avec les dirigeants. Non, en fait, un coup d'État ne parle pas aux autres, mais un coup d'État devrait plutôt inciter les uns et les autres à comprendre que la gestion d'un pays, la gouvernance d'un pays, c'est aussi une sorte de contrat entre le gouvernement et les populations, et que le gouvernement a le devoir d'écouter et même d'anticiper. Anticiper, c'est ne pas attendre que les gens se mettent à grogner pour poser des actes, mais anticiper sur les actes et poser des actes qui vont dans le sens de la satisfaction de leurs désirs et de leurs desiderata. Mais cependant, ce n'est pas parce qu'une petite faction va se mettre à battre du bravi tous les jours ou à brailler, on va se dire que non, ceux-ci ont crié, il faut que le chef de l'État dégage. Non, je pense que ce qui s'est passé, pour que les gens comprennent ce qui se passe au Mali, et maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre de cela et qu'est-ce qui peut changer après, moi je pense que c'est le plus important. Alors, de la même manière, je pense que les dirigeants devraient gagner en écoutant le peuple, puisque c'est le peuple qui décide de voter ou en oui ou en non s'il faut être là quand même. Oui, c'est leur devoir. C'est le peuple qui les a élus. Donc forcément, ce peuple-là, ils sont là pour le bien-être, pour dispenser le bien-être à ce peuple, pour contenter ce peuple et pour que le pays avance dans le sens des besoins de ce peuple. Mais seulement, il ne faudrait pas croire aussi que le peuple, c'est seulement un groupe de personnes ou c'est seulement deux partis politiques ou trois partis politiques. Le peuple, c'est vraiment la grande partie du pays, puisque la démocratie, c'est la loi de la majorité, la dictature de la majorité. Mais ce qui vient de se passer au Mali, normalement, pour que les Camerounais puissent avoir un point de vue objectif, il faut qu'ils commencent d'abord à regarder les causes lointaines, les causes directes, et maintenant le résultat. Très bien. Alors, merci à vous, Camille Nélé. Vous êtes resté seul aujourd'hui à cause notamment de ces intempéries. Voyez-vous, Georges Sémé, qui est dans un quartier inondé par les eaux de pluie, oui, n'a pas pu se déplacer. Donc, merci à vous et je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end. Surtout, maintenez la tête du vendredi soif. Mais de toute façon, je ne sais même pas là aujourd'hui. Allez, merci. À lundi, 9h20 sur Equinox. Bon week-end, madame, monsieur.